Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-François. Content de t'avoir avec nous ce soir pour parler d'un sujet qui est passionnant. On va parler notamment d'intelligence artificielle. On va parler notamment de l'entrée de DeepSeek. On sait que DeepSeek et ChatGPT représentent deux visions opposées de l'intelligence artificielle. D'un côté, on a un modèle chinois open source et accessible. De l'autre côté, on a un modèle américain coûteux, un modèle qui est privatisé. Cette opposition, Philippe, symbolise-t-elle, une fracture idéologique bien plus large entre l'Occident et le reste du monde? En partie, oui. Mais déjà, ce qui est intéressant, le nom OpenAI, c'est qu'initialement, ça devait être open source. Et la raison pour laquelle Elon Musk avait investi dedans, c'était pour que ce soit open source. Mm-hmm. Et c'est Microsoft qui a réussi à prendre les choses en main, le rendre privé, et c'est pour ça que Elon Musk a quitté. Donc le conflit initial, il vient de là. Ouais. Il y a des choses open source qui existent en Amérique du Nord, comme par exemple, la plupart des serveurs web, c'est avec Linux. Linux est open source. Ouais. L'essentiel du web tourne sur l'open source. Ouais. Donc, il y a des entreprises qui vont, tu le donnais en introduction, ce que j'appelle privatiser les bénéfices, mais surtout socialiser les risques. Beaucoup de choses sont développées dans les universités. Aujourd'hui, le pharmaceutique, il n'y a plus beaucoup de laboratoires. Les grandes entreprises, à part des exceptions, et encore une fois, Elon Musk sur ce point-là est aussi différent des autres, mais n'ont plus de laboratoires. Je veux dire, des gens comme Elon Musk, qui sont grands patrons, multimilliardaires, qui remontent les manches, qui dorment dans leur bureau et puis qui vont se mettre directement avec la machine à souder ou aller coder quelque chose, il n'y en a pas des masses sur Terre. Qu'est-ce qu'on a actuellement dans les grosses organisations ? C'est que dans les universités, avec donc l'argent du public, avec l'argent des impôts, on développe des concepts. Là, un petit groupe démarre une start-up et la grosse entreprise l'achète quand ça marche. Ouais. Donc dans le fond, ils n'ont plus besoin d'avoir de laboratoire parce que leur laboratoire était peu productif. Puis là, c'est merveilleux. Ils n'achètent que ce qui marche. Donc ils peuvent l'acheter plus cher. Ils n'ont pas les dépenses de leur laboratoire qui leur coûtaient une fortune avant. Et là, nous, on a payé avec nos impôts pour créer la technologie. Et après, les entreprises nous rechargent ce qu'on leur a fabriqué avec nos impôts. Ils nous rechargent le gros prix pour le faire, parce qu'il y a plein de gens qui gagnent de l'argent entre les deux. Alors, ça, c'est le modèle plus privatisé. C'est le modèle qu'on a, le modèle mondialiste, le modèle de la grosse entreprise qui mange tout. Est-ce que c'est un modèle qu'on trouve plus en Occident ou c'est un modèle qu'on trouve à l'extérieur de l'Occident? Parce que le modèle qui est un peu plus open source, c'est des modèles qu'on va voir plus en Chine, avec DeepSeek qui est aussi un modèle d'intelligence artificielle. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de règle absolue. Mais il y a un concept que je trouve intelligent en tout cas, et puis je ne suis pas pro-chinois, mais quand ils font des bons coups, il faut le dire. Quand quelque chose est développé avec l'argent de nos impôts, ça nous appartient, ça devrait être open source. Il n'y a pas de raison de donner ça à un ami qu'on aime bien, qui va nous remettre de l'argent par la porte en arrière, et puis qui va permettre de se faire multimilliardaire. Mais à qui ça bénéficie tout ça? Actuellement, toujours les mêmes. Toujours le petit groupe qui contrôle à peu près toute la finance mondiale. Aujourd'hui, il faut connaître les actionnaires de BlackRock. En gros, on va retrouver les grandes familles riches et puis quelques milliardaires en arrière de ça. Mais on a un système où toute la recherche est payée par le public. Les pharmacies, c'est un très bon exemple. La plupart des molécules, et puis là, je vais reprendre, je ne suis pas pharmacien, mais je vais reprendre le professeur Raoult. La plupart des molécules aujourd'hui qu'on utilise à l'hôpital sont des molécules qui sont rentrées dans le domaine public. Aujourd'hui, la plupart du temps, dans les pays, mes derniers chiffres que j'avais vus, je crois, pour le Canada, c'est 60 à 70% de l'argent dépensé va pour les quelques molécules qui viennent des pharmaceutiques. Et les pharmaceutiques ne l'ont pas développé. Il faut arrêter de nous dire que les pharmaceutiques développent des produits. Ouais. Non, c'est les startups qui développent des produits, tout ça sous finance publique, donc sous argent d'État. Puis après, une fois que le produit existe, on nous le vend le gros prix. En nous disant, ouais, mais il faut rentabiliser tout ça. Ben non, vous n'avez pas bien rentabilisé, c'est déjà nous qui l'avons fait. Ouais. Est-ce que ce système, c'est une forme d'escroquerie légalisée?
Il y a une grosse nuance. Aujourd'hui, pour la plupart, je ne parle pas des PME bien sûr, mais celles qui sont en train de prendre le contrôle de tout, c'est du capitalisme de connivence. Tout simplement. Ça veut dire quoi ça concrètement en français? Le capitalisme de connivence, c'est le capitalisme des copains. Okay. Je choisis la compagnie. C'est du copinage. C'est ni plus ni moins du copinage. Donc là, on se retrouve dans une situation où beaucoup de gens qui sont extrêmement riches ont accès au gouvernement, ont accès à des prêts avec des montants incroyables. D'ailleurs, comment beaucoup de gens ont explosé leur richesse? Je ne parle pas des gens qui ont construit, mais qui ont juste acheté des compagnies. On a mis des taux à zéro. Quand il y a un taux à zéro, moi, je peux m'acheter n'importe quoi. Ouais. Moi, non, parce que je n'ai pas un super crédit. Mais quand je m'appelle une grosse compagnie, un grand nom, oui, j'accède à énormément d'argent. Puis là, ça ne coûte rien. Donc, je récupère. C'est ce qu'on reproche beaucoup aux oligarques russes d'avoir tout récupéré. Mais c'est exactement la même chose qui se passe ici. Donc, en permanence, dès que les choses sont rentables, ça disparaît. Et le principe du capital-risque, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'entreprises qui seraient rentables pour l'entreprise elle-même. Mais quel modèle tu préconises? Parce que si, par exemple, on investit avec des deniers publics dans une entreprise, l'entreprise développe son produit, le revend, par exemple, à fort prix à quelqu'un d'autre, quel modèle tu préconises? Est-ce que le produit, comment tu veux que le produit appartienne à tout le monde? C'est quoi la définition? Non, moi je ne suis pas un communiste, moi. Je suis un capitaliste. Donc, non, mais appelons un chat un chat. Dans le capitalisme, ce que l'on paye, c'est le risque. Un entrepreneur, t'en es un, j'en suis un, c'est quelqu'un qui met son argent sur la table, qui met sa maison en garantie, puis qui essaie de faire quelque chose. Puis si ça marche, il perd ses affaires. S'il ne marche pas, il perd ses affaires. Si ça marche, il gagne plus d'argent. Mais il prend ce risque-là. Ces grandes entreprises qui rachètent des choses toutes faites avec un montant d'argent illimité et qui n'achètent que ce qui fonctionne, elles n'ont aucun risque. Donc on n'est plus dans le capitalisme. C'est du capitalisme de connivence, c'est du capitalisme des copains. Oui, ça j'ai compris, mais prenons la Chine en exemple. En Chine, ce qui est financé par l'État, tu dis que ça appartient au peuple. Dans quelle mesure ce qui est financé par l'État appartient au peuple en Chine? Je prends un exemple. Ils ont développé DeepSeek, qui est un... équivalent de ChatGPT. Plus ou moins. Alors, déjà, il faut savoir que les Américains avaient empêché les Chinois d'accéder à NVIDIA, aux cartes vidéo qui permettent de faire énormément de calculs parallèles et qui permettent d'entraîner les intelligences artificielles. On parle de mois d'entraînement parce que c'est des milliards et des milliards de données qu'il faut faire lire à la machine. Donc, on avait besoin de machines, de cartes très puissantes. Et les Américains ont dit aux Chinois, nous, on se les garde, vous ne pourrez pas y accéder. Plutôt que de dire, bon, ok, on a perdu, ils ont réfléchi, ils ont travaillé, et ils ont réussi, de ce qu'on comprend aujourd'hui, ça va se développer plus dans les mois à venir, à entraîner les intelligences artificielles, non pas avec ces super cartes, mais avec des processeurs à peu près normaux. Résultat de l'affaire, ça coûte 40 fois moins cher pour entraîner une intelligence artificielle qui a à peu près les qualités, voire légèrement supérieures à ChatGPT. Et ça, ils auraient pu faire deux choses. Ils auraient pu dire, comme leurs robots d'ailleurs, ils ont développé plein de robots qui intègrent aussi de l'intelligence artificielle, etc. Ils ont tout mis open source. Ça a été développé, parfait, servez-vous-en. Et donc, n'importe quelle PME, aujourd'hui, une PME... pourrait s'inspirer du code source, le reprendre, puis formater, puis élaborer, puis un projet, puis partir avec. Ils peuvent prendre, aujourd'hui, quelques millions, aujourd'hui, c'est accessible à certaines entreprises. Alors que hier, c'était pas accessible, c'était quelques milliards. Quelques milliards, c'était pas accessible à beaucoup d'entreprises. Quelques millions, ça commence à être accessible à un paquet d'entreprises. Ça reste accessible à un gouvernement très facilement. Donc, on peut maintenant faire de l'IA à des coûts plus faibles. Maintenant, on a encore un deuxième... Nous, on est bon pour se piéger dans tous les sens au Canada. On a mis une loi qui, actuellement, empêche aux PME d'accumuler des informations. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est la loi sur la protection des données, fait que pour chaque ligne d'enregistrement, il faut avoir la permission de la personne. Et puis, si dans le temps, j'évolue dans ce que je veux faire, je suis obligé de redemander la permission, puis je ne peux pas garder mes données plus de 3 ans.
pour une PME, elle n'aura jamais assez de données pour entraîner une intelligence artificielle. Ouais. Je veux juste qu'on pense des volumes là. Des chats GPT, ça a été enregistré sur quasiment la totalité d'Internet. C'est des volumes considérables. D'ailleurs, récemment, ils ont choisi, pour pouvoir créer de la donnée, d'aller chercher ce qui est public, c'est-à-dire les vidéos YouTube, et d'avoir des logiciels qui convertissent les vidéos en texte et après d'entraîner avec le texte les intelligences artificielles. Ben, aujourd'hui, pour une grosse compagnie, un GAFAM, on va dire en gros un GAFAM, donc les Google, Facebook de ce monde-là, Apple, etc., Google, ouais. Eux, ils ont besoin d'un règlement pour des données qui sont au Québec. Ben, ils disent, à partir d'aujourd'hui, je demande la permission. En quelques jours, ils sont tellement gros qu'ils vont accumuler assez de données. Ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a interdit, pour protéger le public, protéger entre 25 guillemets, hein, parce qu'au final, les grandes entreprises n'en ont rien à faire de cette protection-là, mais les PME, elles sont coincées et ne peuvent pas accumuler des données. Donc, mais on pourrait éventuellement aller dans un pays étranger où on pourra accéder plus facilement à des données. Donc aujourd'hui, grâce à la Chine, on n'est plus obligé de dépendre par principe des GAFAM. Parce qu'on ne peut pas se passer de ces intelligences artificielles. Ouais. Elles donnent un avantage concurrentiel redoutable dans bien des domaines. Ouais, quand c'est bien utilisé, ça accélère même ton temps de production et tout ça. Mais en même temps, il y a l'épée Damoclès au-dessus de plusieurs entreprises. Il y a plein d'enjeux. Mais un couteau, ça coupe le steak, ça fait de la chirurgie, ou ça tue quelqu'un pour un meurtre. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas efficace n'est rarement... ce qui est sans danger est rarement efficace. Oui. La dette américaine dépasse les 36 000 milliards de dollars. Peut-on dire que l'Occident vit sous perfusion, une dépendance de dette, et que ce système est en train de s'effondrer sous son propre poids? Ah ben, effectivement, parce que je reprends le modèle que j'expliquais tout à l'heure. On développe avec notre argent, donc avec l'argent de nos impôts, la R&D, la propriété intellectuelle. Par le système du capital risque, on transfère ça aux grosses entreprises. En quelques étapes, dans le fond, on le transfère aux grosses entreprises. Ouais. Ces grosses entreprises, dans le domaine, par exemple, de l'armée, vont faire des choses qui coûtent des fortunes, mais considérables. Ouais. Avec la propriété intellectuelle que nous, on a créée. Enfin, nous, je parle des citoyens. À travers les universités et à travers nos impôts. C'est ça, des subventions. Les impôts qu'on met dans les universités, dans les formations, dans tout plein de choses. Et puis après, avec cet argent-là, ces mêmes entreprises qui ont eu ça, nous revendent au très très gros prix au gouvernement. Et c'est payé avec quoi? Avec de la dette. Et donc, jusqu'à maintenant, pourquoi les Américains s'en sortaient? Parce qu'ils avaient le pétrodollar. Donc, quand un Taïwanais achetait du pétrole en Arabie Saoudite, il était obligé d'acheter ça en dollars. Donc, les États-Unis produisaient du dollar, mais au final, donc ils n'avaient pas d'inflation, et puis la machine continue à fonctionner. Mais là, on est rendu au point où les GAFAM ont dit on en a marre de payer votre armée qui nous tape dessus et qui vient faire des coups d'État chez nous. Donc, on veut commencer. Puis comme c'est des gros joueurs, avant, ils s'attaquaient aux petits. Regarde ce qui est arrivé à Saddam Hussein quand il a voulu payer dans sa monnaie locale le pétrole. Ouais. Ça s'est mal passé pour lui en général. Mais s'attaquer comme ça à la Chine et à la Russie, c'est plus compliqué. Oui, c'est pas les mêmes enjeux. S'attaquer en même temps à la Russie, à la Chine et à l'Inde, les Américains, ils ont beau être costauds, ils sont pas assez costauds. Non, donc là, ils n'ont plus leur pétrodollar, ou du moins il est à risque. Et qu'est-ce que fait Donald Trump? Il se recroqueville sur l'Amérique du Nord en voulant dire, ok, moi je suis le king du coin là, mais j'arrête d'être le gendarme du monde. Ouais. Il ne peut plus être le gendarme du monde parce qu'il n'y a plus les moyens d'être le gendarme du monde. Il n'y a plus de moyens de ses ambitions. Pourquoi il avait les moyens? Parce qu'il le faisait payer aux autres. Ouais. Mais là maintenant, il se reste qu'il a une dette absolument, mais ça n'a aucun sens. J'écoutais tout à l'heure la dette, pas la dette. Les chiffres sont tellement gros qu'on finit par se mélanger là. Ouais. Faut faire un cours d'astronomie pour comprendre les enjeux monétaires aujourd'hui. 3600 milliards de dollars qui sont dans un trou, on ne sait pas où est passé l'argent pour l'armée américaine. Wow. 3600 milliards de dollars. Wow. On ne sait pas. mais Philippe, pendant qu'on se ruine, oui? La Russie et la Chine appliquent des modèles économiques plus prudents. Comment expliquer que ces pays, pourtant diabolisés par l'Occident, aient une gestion plus saine de leurs ressources? Simplement,
que dans leur modèle, ils n'ont pas le besoin d'enrichir les copains. Donc, prenons l'exemple. Aujourd'hui, les Russes ont un très gros avantage stratégique avec les missiles hypersoniques. Ouais. Comment ils ont réussi à faire ça? Des scientifiques du gouvernement ont écouté un monsieur Petit français, professeur Petit, qui dans sa chambre de bonne a réussi à gérer les instabilités de Velikov, puis ils ont travaillé 30 ans. 30 ans. Et puis là, ils ont maîtrisé une technologie qui font qu'ils ont des missiles qui fait que tous les porte-avions américains peuvent disparaître de la planète Terre en 20 minutes. Donc ils ont un gros avantage stratégique, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez remarquer que Donald Trump, il tord le bras solide, méchamment des Canadiens. Ah, il va loin. Il a même annoncé aujourd'hui, j'ai écouté sur une vidéo qui m'a été envoyée par un collègue, qu'il retirait son support militaire, au Canada. Mais il tord le bras des Mexicains, mais il tord le bras des gamins de la cour. Il tord pas le bras à Poutine. Non. Il aurait plus de pouvoir d'ailleurs en Chine. Il a plus de, mais il a survécu. On lui a tout coupé et il a survécu. Et après, quand tu commences à ne pas nourrir à milliards une bande de copains qui après te reprêtent l'argent, c'est ça qui est très drôle. C'est que après qu'ils aient fait beaucoup d'argent, on l'emprunte à qui nous l'argent? Ben à BlackRock. Ouais. Donc, ces grosses compagnies font de l'argent comme de l'eau en privatisant tous les bénéfices de ce qu'on a socialement payé et qui remontent. Ils sont en train de prendre le contrôle de l'agriculture, ils ont pris le contrôle de toutes les structures de défense. C'est quelques individus, ce n'est pas les PME, ce sont quelques individus. Et après, tout cet argent-là qu'ils ont... À qui on se retourne pour qu'ils nous avoir prêtent de l'argent à gros intérêts vers nous. Ouais. Et tout ça, protégé pour eux avec la légitime violence du gouvernement. Ouais. C'est absolument magique quand même. Ouais. Tu en as parlé un petit peu. Je vais te parler de l'échec du complexe militaro-industriel. C'est un modèle qui est condamné. Tu soulignes, tu disais que le coût d'un missile ou d'un obus en Occident est 10 fois plus élevé qu'en Russie ou en Iran. Est-ce la preuve que notre industrie militaire sert plus à enrichir les fabricants qu'à défendre nos nations? Ben, on peut facilement commencer à s'approcher de ça. Déjà, il y a eu le danger d'être le plus fort. Quand tu es le plus fort, tu te contentes d'envoyer tes boys pour faire taire ceux qui veulent un petit peu trop la ramener. Et puis, le message que disaient jusqu'à maintenant les Américains, c'était quoi? On est tellement plus fort que tout le monde que le premier qui va bouger une oreille, il va se faire vaporiser avant même d'avoir le temps de respirer. Ouais. Et puis là, on a eu des guerres. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équilibre les missiles hypersoniques, c'est juste de la dissuasion. On s'entend pour l'instant. En tout cas, ils en ont envoyé un. Mais nous, on n'est plus capable de produire en quantité. Quand les Russes ont démontré, parce qu'ils avaient besoin de démontrer que ce n'était pas simplement qu'ils avaient vraiment l'outil, ils ont fait sauter une batterie Patriot en Ukraine. À la fin, ils n'ont pas été capables, parce que c'était trop rapide, ça a détruit la batterie, et ils ont envoyé les derniers missiles, parce que dans le fond, un Patriot, c'est 30 missiles qui peuvent partir pour arrêter quelque chose qui vient vers toi. Ouais. Et les derniers, ils ne les ont pas envoyés pour essayer de l'abattre, ils les ont envoyés pour qu'il y ait moins de charge explosive quand ça allait arriver. Ouais. Puis là, je regarde ça, c'est entre 6 et 7%. Une batterie Patriot complète, c'est entre 6 et 7% de la production annuelle de missiles. En un missile, ils ont enlevé entre 6 et 7% de la production annuelle. Wow. En un. Si on regarde ce qui s'est passé en Iran, l'Iran, avec la guerre qu'ils ont avec Israël, avait beaucoup de tensions intérieures à travers l'ambassade qu'ils avaient fait sauter, ils devaient intervenir, sinon intérieurement, politiquement, ça ne pouvait pas passer. Ils ont prévenu les Américains à l'avance, qui ont forcément prévenu Israël. Ils ont dit, tel jour, à telle heure, on va tirer à tel endroit. C'est rarement, en guerre, tu as rarement toute cette information à l'avance. Ils ont envoyé pour quelques millions de dollars de missiles et de drones. Sachant tout d'avance, ça a coûté 1,5 milliard pour même pas tout arrêter. 1,5 milliard à Israël. Qu'est-ce qui est en train de gagner? C'est d'une part la capacité qu'ont les Russes à produire des quantités considérables d'obus de mortier. Donc c'est une guerre d'attrition où on envoie en permanence en permanence, et les drones.
qui sont des choses qui coûtent pas cher. Donc c'est un mélange de technologies pas chères qui fait la différence. Mais il faut avoir les technologies chères pour pouvoir faire chanter l'adversaire. Ben, il s'agit de missiles hypersoniques, oui, mais quand tu as des F-35, tu fais quoi de ton F-35 qui coûte des fortunes face à des drones qui coûtent quelques milliers de dollars qui sont capables de faire péter un tank? Oui, oui. Philippe, dans ce système présentement, là, où l'Occident s'appauvrit pendant que des multinationales puis des banques s'enrichissent, est-ce que c'est encore possible de réformer les choses ou on est rendu condamné à un effondrement brutal? Ben, en tout cas, on ne peut pas enlever à Trump de faire beaucoup. Et puis d'ailleurs, je l'ai écouté, il y a un moment donné, il a dit faites attention. Mais le beaucoup qu'il fait, est-ce que c'est juste pour les États-Unis? Ben, je ne trouve pas totalement aberrant que le président d'un pays s'arrange que ça se passe bien pour son pays. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Il n'y a que des pays comme la France ou le Canada qui s'occupent des autres avant de s'occuper d'eux-mêmes. Ouais. Charité bien ordonnée, commençant généralement par soi-même. Ah, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Si tu avais une seule réforme à mettre en place immédiatement pour éviter une catastrophe, laquelle ça serait puis pourquoi? Une chose, je veux dire, c'est la question à quelques centaines de milliards. Si j'avais une réponse qui donnait tout, je serais probablement... Déjà endetté, on ne peut pas te donner 100 milliards. C'est ça, ça marche pas comme ça. Mais une chose qu'on pourrait commencer à changer, ce qui détruit la plupart des grosses entreprises actuellement, c'est d'avoir comme pierre principale, ça serait long à expliquer le concept de la pierre principale, mais comme objectif principal, l'argent. Ouais. C'est Milton Friedman qui avait dit ça, que le seul objectif d'une entreprise, c'était de faire de l'argent pour ses actionnaires. Je pense qu'il a eu tort sur ce point. Il a eu raison sur beaucoup de choses, mais sur ce point, parce que regarde ce qui s'est passé avec Boeing. Avant, c'était une entreprise d'ingénieurs qui voulait faire des avions, puis qui faisait beaucoup d'argent, by the way, parce qu'ils faisaient des bons avions. Ils ont mis des financiers. Les avions commencent à perdre des portes, leur programme spatial est condamné. J'ai pas le temps de l'expliquer, mais il y a plusieurs entreprises qui vont très bien. Et prenons l'exemple d'Elon Musk, parce qu'il est très connu. Lui, son objectif, c'est d'aller sur Mars. Il a des objectifs. Faire de l'argent est un effet secondaire désirable, et il en fait beaucoup d'argent. Mais il n'est pas là pour faire de l'argent. Il est là pour faire quelque chose. Ouais. Il faut que les entreprises arrêtent d'avoir comme unique et indépassable objectif de faire de l'argent, quelles que soient les conséquences. Déjà là, ça ferait un immense bond en avant, et il faut qu'on arrête d'utiliser... En réalité, il faut s'arranger pour que les lois qu'on passe dans les pays permettent de garder notre propriété intellectuelle dans des PME. Parce que leur argent, elles ne l'optimisent pas à l'étranger, et puis elles font vivre les gens localement. Il faut revenir à notre dimension à nous. Est-ce que c'est un vœu pieux? Ben, j'aurais pas commencé le mouvement localiste du Québec si c'était un vœu pieux. Non, mais c'est bon. Mais merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous pour faire la lumière sur ces contrepoids-là qui existent à travers la planète, qui nous fait réaliser qu'on est dans la merde. Mais c'est quand même une réalité. Et vous savez, ce que nous venons d'entendre révèle une réalité implacable. Un système conçu pour endetter les nations, siphonner l'argent public et concentrer le pouvoir entre les mains d'une élite mondiale pendant que l'Occident est en train de s'effondrer. Ce chaos n'est pas un accident, mais une stratégie qui est mise de l'avant.